à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Talal, coucou, Laurent, hello, Cyril, coucou, et Xavier. Bonjour. Et Véronique. Bonjour. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Et puis nous passerons au dossier. Et aujourd'hui, on est carrément venu avec nos films de vacances. Donc ça promet. Nous terminerons avec Cyril et sa bande originale. On commence donc par l'œil du pif. Cyril, qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a tapé dans l'œil ? Je vais vous parler d'un film qui était cette année à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Alors comme s'il n'y avait qu'un seul film de genre, ça va être rapide à deviner lequel c'était. Il s'agit de Mandy, un film de Panos Cosmatos. Alors Panos Cosmatos, si le nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le fils de Georges P. Cosmatos, à qui on doit Rambo 2 la mission, Cobra, Léviathan et Tombstone, et puis d'autres trucs, mais bon, ça c'est les plus connus. Et donc son fiston, c'est pas son premier film. Il avait déjà fait avant un film qui s'appelait Beyond the Black Rainbow, un film avec une très belle musique mais très chiant. Ça tombe bien, Mandy est un film très chiant avec une très belle musique qui a la particularité d'avoir dans son cast principal, et c'est ce qui a un peu fait fantasmer tout le monde à l'époque, Nicolas Cage. Alors l'histoire, c'est Nicolas Cage, il est tout heureux avec sa nana, il est bûcheron, il vit dans la forêt, il est content, gna 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 et tout. Et il y a une secte de satanistes qui vont venir, ils vont lui capturer sa nana, la tuer, et il va pas être content, du coup il va se forger une hache avec des métaux, il va les casser la gueule aux satanistes. Sataniste qui peut invoquer des démons qui ressemblent un peu à des cénobites dans El Réserve, mais version caoutchouc fauché cheapos. Donc ce film qui était très très attendu parce que Panos Cosmatos il fait des films assez jolis, un peu en mode quand je dis joli, c'est un peu, on va dire, atmosphérique, mais moi je trouve souvent c'est un peu cheapos et c'est souvent la musique qui sauve le truc, ce qui est d'ailleurs le cas dans celui-là, on en parlera après. Et là on attendait beaucoup ça, comme le pitch est assez foufou quand même, les bikers cénobites qui viennent tabasser Nicolas Cage parce que la secte satanique leur a demandé de venir. Oui, parce que c'est les bikers, hein, les cénobites sont en mode biker. Le coup de la hache, le coup de Nicolas Cage. Enfin, Nicolas Cage actuellement, c'est à lui seul un argument pour aller voir un film. Mais malheureusement, non, il n'y a rien n'y fait. C'est quand même produit donc par la boîte à XYZ Film qui avait fait The Raid, puis pas mal de films de genre depuis, par Spectre Vision, qui est la boîte qui a été créée par Elijah Wood. Et voilà, et grosse attente. Le film a été montré à Sundance cette année. Là, donc Wacken, c'est la deuxième vision, mais non, vraiment pas. Ça commence pourtant bien. Ça commence sur du King Crimson, sur la chanson Starless, pour ceux qui connaissent, qui est une très belle musique et qui démarre le film de façon assez géniale. Et ce qui sauve vraiment le film, c'est la musique de Johan Johansson, compositeur qui est d'ailleurs mort récemment, et d'ailleurs c'est un de ses derniers films, c'est plutôt triste pour lui, à qui on doit un paquet de belles musiques, mais dans les plus connus récemment il y a eu The Arrival, le film de Denis Villeneuve. Sicario, je voilà. crois que c'est Sicario 2, parce que j'ai vu Sicario 2 et tiens, mon micro vient de chuter tout seul. Il a débordé. J'ai vu Sicario 2 et le film est dédié d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, la musique elle tue, c'est qu'en fait des fois il y a des séquences, c'est plus Z que n'importe quel film Z italien. Mais parce que la musique elle est épique, ça rend le truc ouf. Sauf que le film se veut genre bizarre, étrange, genre foufou et tout, mais en fait c'est juste nul quoi. Tout le long j'étais là, je me disais putain mais qu'est-ce que c'est Z, qu'est-ce que c'est nul. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir aimé, bon tant mieux pour eux, hein. Mais moi c'est trop self-conscious dans le bizarre en fait. Tout le long je me suis dit mais putain ça veut trop faire le film badass, le film foufou et tout, mais non. Le seul intérêt, c'est la zik. Alors, on retrouve dans le casting des trônes qu'on aime bien, genre Bill Duke, que vous connaissez pour Predator ou Commando. Et réalisateur. Réalisateur aussi. Richard Drake, qu'on avait vu dans Detention, qu'on avait passé au pif, mais aussi dans 31 de Rob Zombie. C'est une tronche de cinéma qu'on voit souvent sur de second couteau. Et voilà, donc voilà, c'est un peu triste. Je pense que vous avez sûrement entendu parler du film, peut-être que certains l'ont vu. Je sais pas. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, je l'attendais parce que j'ai beaucoup aimé Beyond the Black Rainbow. C'est mieux Beyond the Black Rainbow, parce qu'au moins, ça se veut plus resserré, peut-être moins. C'est trop. Là, je l'ai déjà dit, j'aime pas dire des mots anglais, mais ça fait trop self-conscious. Ça fait trop. Non, mais je vois. Non, mais après, moi, j'aime beaucoup Beyond the Black Rainbow, mais je suis d'accord pour dire que des fois, le mec, il se regarde filmer. C'est arty pour être arty. Après, moi, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les images. Effectivement, la musique. Très bien marché sur moi. Mais là, c'est pareil, la zik, elle est vraiment ouf à des moments. Et les séquences, tu te dis, putain, c'est ouf. Mais finalement, quand tu réfléchis, quand tu regardes le truc, c'est vraiment nul. C'est juste parce que la musique elle est démente que du coup tu te dis waouh, c'est ouf et tout. Enfin, je regarderai quand même. De toute façon. Ça sortira en vidéo chez Universal uniquement. Et du coup, tu crois qu'ils ont casté Nicolas Cage justement pour ce côté un peu décalé en ce moment, il fait que ça. Il fait avec, il a fait Mom and Dad aussi, qui est fait par des deux gars là qui ont fait Crank, Never Taylor. Et en fait, Cage en ce moment, il est en mode, je sais pas ce qui lui arrive, mais il est en mode, j'en ai plus rien à foutre. Ça fait 20 ans. Voilà. Donc Bruce Willis, il lui fait des DTV chiants. Nicolas Cage, il fait des films un peu foufou. Moi, j'aime bien Nicolas
Nicolas Cage, mais vraiment pas en mode en plus second degré. Il est attachant. J'aime vraiment bien Nicolas Cage, donc mais là il y a une séquence, tu le vois en slip. Alors ce que je veux dire, forcément ça va vous donner envie. Tu le vois en slip avec une chemise de bûcheron, en plus genre slip genre moule burn et tout, en train de faire et tout comme ça et tout. Il y a une séquence où il va tordre le cou de quelqu'un, genre tu sais comme si tu prenais la tête et tu désaxais la tête, et il fait une tête genre comme ça de fou, mais c'est vraiment risible. Alors oui, moi tu m'as vendu le film. Mais ça donne envie. Moi on me dit ça avant, je fais putain, je veux trop le voir et tout, mais non c'est nul. Voilà. Alors attends, il a quand même fait Sundance, tu l'as dit toi-même. Ouais. Il a fait Cannes, ouais. Seul film de genre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui explique le côté après c'est toi qui as des goûts de chiottes ou c'est produit par des gens qui ont des assez influents dans le milieu en tout cas. Et il y a ce côté un peu, je pense, pour quelqu'un qui. Ce que je vais dire, c'est. Ça a peut-être mal perçu par ceux qui ont aimé Mandy, et je m'excuse si vous le prenez mal, mais j'ai l'impression que c'est un peu le film pour ceux qui aiment pas trop le genre, qui se disent ah ouais, c'est ça le genre, c'est tout bizarre avec des monstres et tout. Voilà. Ils vont se dire c'est ça en fait. C'est vraiment le genre pour ceux qui aiment pas le genre en fait, j'ai l'impression quoi. Ça fait vraiment présomptueux de dire ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu quand j'ai vu le truc. Je fais putain en fait, les mecs qui connaissaient rien, qui font ah oui c'est bien vos films un peu bizarres, un peu concon, ça a l'air sympa quoi. Voilà, c'est Mandy. Ça donne. J'ai cassé l'ambiance. Véronique, vu que tu parles toujours en dernier, si cette fois-ci tu parlerais en second, après le patron. Waouh. Alors, la pète. Moi j'ai vu un film, un vieux film pour changer. Ça s'appelle Krull. Vous l'avez tous vu. J'adore Krull. Avec les deux L. Donc c'est un film de 1983 de Peter Yates. C'est un film de heroic fantasy SF. C'est un peu un mélange des deux. En gros, le pitch, pour faire vite, vous voyez le jeu vidéo Mario, c'est pareil, hein, il y a une princesse qui se fait enlever par un monstre et le prince doit aller la chercher. En sautant sur les jambes. Ouais, mais il y a un putain de couteau de la mort qui déchire. Mais laissez Véronique. Parce que j'ai une anecdote extraordinaire sur ce couteau. Tu attendras à la fin de mon... Voilà. Non, mais justement, en fait, j'ai regardé ce film parce qu'il y avait la vignette, et on voyait le couteau, je fais oh, trop cool, l'espèce de boomerang qui s'appelle d'ailleurs un glaive, alors qu'en fait, c'est pas du tout un glaive, c'est un boomerang. C'est une espèce de frisbee avec des lames, quoi. Et en fait, même dans la version originale, ils appellent ça un glaive parce qu'ils savent pas ce que c'est un glaive en fait, mais bon bref. Et ce film il est sorti la même année que Le Retour du Jedi, donc juste pour vous donner un point de comparaison par rapport à ce que je vais dire, mais bon, Le Retour du Jedi c'est pas non plus super, mais Krull c'est mieux. En fait, Krull, vous l'avez vu récemment ou pas? Parce que moi ça c'est un souvenir d'enfance. On est d'accord. Fort longtemps dans une galaxie très lointaine. Parce que j'ai plus ou moins aimé. Donc alors, il est repassé sur le cap, c'est ça là? Ouais, il est repassé sur lui. J'ai vu la vignette, j'ai fait ah. Et en fait, voilà. Du coup, je suis assez partagée parce qu'en fait, dans les plus, je vais dire, le film se prend pas trop sérieux. Il y a même un côté un peu Monty Python sacré Graal par moment. Il y a vraiment des scènes comme ça où ils se baladent, ils font des vannes et tout. Mais à d'autres moments, je me suis demandé si c'était vraiment du second degré. J'ai eu des doutes. Donc du coup, j'étais pas très sûre. Les effets spéciaux sont quand même assez moyen, vraiment, malgré le fait qu'ils aient un peu pompé à droite à gauche des lasers, des machins, des Il y a bien une araignée géante. Oui, alors ça c'est bien fait par contre. Ceux-là ils sont bien faits. Et il y a quand même autre chose qui est très bien fait, c'est tous les designs de décors qui sont assez ouf. Notamment il y a des scènes dans la forteresse noire dans laquelle la princesse est retenue prisonnière. Et ça c'est vraiment magnifique, c'est complètement graphique, c'est hors du temps, hors de l'espace. Et ça vaut le coup d'œil pour le coup. D'ailleurs, en parlant d'œil, il y a un œil géant qui ressemble absolument au logo du PIF. C'était pour ça en fait qu'on a fait le festival. Pour célébrer Krull. Ouais, on avait cherché un acronyme pour Krull et on n'a pas trouvé. Donc ça ferait une bonne séance culte au pif, ça. Je dis ça, je dis rien. Pareil, dans les méchants, il y a les Slayers, ce qu'ils appellent les Slayers, qui sont en fait des gens qui ressemblent à des Stormtroopers. Ou un groupe de black metal. Des espèces de mecs avec des casques de moto, on va dire. Et quand on les tue, il y a une espèce de créature, donc un espèce de parasite plus petit, un peu sanguillonnant qui sort. Et qui est l'affiche française d'ailleurs, parce que moi j'ai jamais vu le film, mais j'ai cette image-là du film de ce monstre-là avec les dents comme un poisson, ça. Ouais, tout à fait. C'est l'affiche française parce que j'ai toujours eu cette image-là du film, moi. Je me semblait que l'affiche française c'était un truc dessiné avec le héros et une grosse tête du méchant derrière. C'est Beastmaster, ça va. Peut-être aussi. Ouais. Et en fait, ça c'est complètement sous-exploité en fait, ce côté-là qui avait l'air quand même un peu dark et qui est un peu crado d'ailleurs, au profit d'autres personnages un peu nazes du genre un magicien qui se fait transformer en chiot ou des trucs comme ça avec un effet un peu cheap de image sur image. Enfin bref. Et d'ailleurs, image sur image. Globalement, tous les personnages sont assez nazes. Enfin. En premier, le héros. Et alors là, je vais faire ma féministe 2 secondes. Il y a genre seulement 2 personnages féminins qui sont la princesse et une sorcière. Et en plus, elles ont le même prénom. C'est-à-dire qu'ils se sont même pas fait chier à trouver 2 prénoms féminins. Woman. Mais c'est tout un truc psychologique. Non, je déconne. Non, ouais. Et par contre,
Il y a Liam Neeson dans un de ses premiers rôles qui est quand même trop cool à voir en espèce de rôle de bandit et ça fait plaisir de le voir parce qu'il a l'air de bien s'amuser. Il est hyper grand. Et tu peux encore des albadets donc. Et c'est un des premiers scores, ça c'est pour toi de Cyril, de James Horner. Ah, classe. Enfin, Horner, c'est pas le. J'aime bien Horner, mais c'est vrai que c'est un peu mec qui se répète un peu tout le temps en fait. C'est un peu genre j'ai une seule façon de faire des films, des musiques et bon bref. Ouais, mais alors quand il est fait bien. Non, mais c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu il est un peu répétitif Horner. C'est le mec qui sélectionne les musiques à la fin du pif. Hein, et c'était quoi ton anecdote sur le. Non, j'aime bien Horner en plus, mais c'est un peu répétitif. J'ai donc toujours dans ma jeunesse fantasmé sur le glaive. Et un jour à Gérardmer, alors pour ceux qui connaissent bien la ville de Gérardmer, il y a une rue avec des boutiques et notamment à côté d'une pizzeria, le San Remo, il y a une boutique. Il y a une boutique qui vend des. Oui, t'étais là. Il y a une boutique qui vend des petits elfes en. Elle est horrible. D'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'on y va, la boutique est fermée pendant le festival. Genre, je sais pas, c'est les saouls de vendre au festival. Bref, à cette époque-là, elle était ouverte et je vois en vitrine le glaive pour 15 boules et je l'ai acheté. Voilà. Et donc je l'ai. Donc tu le prendras en photo et on le postera. Il faut que je le retrouve. En ligne le podcast. Et en plus, les lames sont rétractables. C'est-à-dire que tu peux les rabattre et toutes les petites lames sur les côtés, puis tu peux les relever comme ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que vraiment le film a une structure de jeu vidéo parce qu'à la fin, le boss de fin, The Beast, il passe son temps à lui balancer son boomerang dessus plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle une pattern. Il faut comprendre la pattern pour pouvoir tuer le boss. Ah ouais, c'est exactement ça quoi. Talal ? Non, pas grand chose à dire. C'est un vieux souvenir, faut que je le revoie. Tu m'as donné très envie de le revoir par contre. Mais je t'ai donné la parole pour ton œil du pif. Ouais, en fait, on s'en fout. J'ai compris que c'était pour l'œil du pif. Le Talek qui a regardé son truc, je fais. Il a rien compris ce garçon que. Non, j'ai pas d'œil du pif. Je croyais qu'il me faisait signe, non, j'en ai pas. C'est gênant. Je me casse. Bon. Alors, moi je vais parler de Inferno de Dario Argento. Un film de 1980. Un petit film pourri, ça, je crois. Un petit film pourri d'un petit réalisateur transalpin. En fait, c'est un peu par hasard en ce moment que je me suis surpris à revoir des films d'Argento. J'ai revu Opéra, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez les Chèques. La Terza Madre, Card Player. Non, alors cela, je n'ai jamais vu La Terza Madre. Et parce que j'ai peur de. Petite parenthèse très rapide, à nouveau Gérardmer. La Terza Madre présentée en clôture de Gérardmer. C'est juste une des meilleures séances de ma life. Ouais, t'as pas vu Dracula 3D comme moi à Cannes, dans la grande salle avec Dario qui fait moi, c'est bien mon film. Et t'as tout le monde qui rigolait. On critique pas Dario, on avait. Non, on n'insulte pas Dario, s'il te plaît. Pas Dario, je dis juste qu'il était content d'être là. Quoi. Bon, continue Talal. C'est pour ces raisons-là que je ne vois pas ces derniers films. Ne te laisse pas distraire. Alors, Inferno, c'est le second épisode de la trilogie des Trois Mers, et donc c'est celui qui est arrivé après, peut-être le plus connu peut-être l'un des plus connus en tout cas, des films d'Argento, qui est Suspiria, donc qui est sorti en 1977, et en 2007, il clôture sa trilogie avec le fameux film dont on parlait, que je n'ai pas vu, qui s'appelle La Troisième Mer. Donc, de quoi ça parle Inferno ? Donc, c'est une jeune femme qui habite dans un grand appartement assez particulier où elle soupçonne d'abriter. Elle soupçonne que son immeuble abrite en fait une des trois mers et précisément la mer des ténèbres. Donc, avant de mourir, parce qu'elle va mourir assez vite, elle va écrire à son frère en lui demandant de venir percer avec elle le mystère des trois mers. Donc, c'est un des rares films à proprement parler fantastique d'Argento, parce que on peut toujours discuter de Phénoména, mais celui-là est vraiment très particulier. On le rapproche forcément tout le temps à Suspiria parce que il arrive après un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, c'est pas, je pense que clairement, il fait des références à Suspiria. Il y a beaucoup de séquences, on va dire miroirs, mais qu'il parvient toujours à contourner et il va encore plus loin en fait par rapport à Suspiria dans son délire mythologique. Ces trois mers en fait là pour le coup, ayant conscience de ce qu'il a entre les mains, il va commencer à créer une mythologie et jusqu'à même ouvrir son film en fait là-dessus avec une voix off un peu ténébreuse qui va raconter la légende des trois mers. Et donc voilà, c'est un film encore plus onirique ou même carrément onirique par rapport à Suspiria. Et c'est un conte de fées macabres qui vraiment se démarque le plus possible du premier film. C'est un film avec une structure assez particulière parce qu'il n'y a pas vraiment de héros en soi. Il y a trois personnages, on va dire, qu'on va suivre au fur et à mesure de l'histoire. Et ce qu'on peut dire en plus de ce film-là, c'est qu'il a une direction artistique à tomber par terre. Pour moi, c'est un des plus beaux films d'Argento.
En tout cas, c'est là où il va pousser ce fameux onirisme à son paroxysme avec la scène justement de l'appartement sous l'eau, ou alors l'entre-deux étages, ou encore la scène des chats qui est assez marquante. Si je dis pas de conneries, c'est Bava la photo? Non. Je ne crois pas. Il me semblait que Bava participait à la photo. Non, mais par contre, t'as un hommage clair à Bava. Moi, il faudrait que je vérifie, parce qu'il me semblait que Véronique fait le fact-checking. Et pendant ce temps-là, moi, je voudrais juste préciser que le Inferno, en fait, a été réalisé à une période très particulière de la vie d'Argento, où il était cocaïnomane au dernier degré, et du coup, à un point tel, je me demande s'il se souvient même du tournage du film. Ça se ressent. Mais ça se ressent vraiment, parce que du coup, il y a une absence totale de structure qui en rajoute dans la folie, dans le surréalisme, dans la féerie même, parce que la scène sous l'eau, c'est un cauchemar réveillé en fait. Superbe. Après fact-checking, Mario Bava a bossé sur les effets spéciaux du film. Voilà. D'accord. Mario. Donc voilà, Inferno, film assez unique dans la filmographie d'Argento. Moi, je me rappelle avoir été assez fasciné par le film. Alors, ce dont tu parlais, le fait qu'il y ait 3 personnages différents, et je trouve qu'on s'attache vraiment à aucun. Et moi, je regarde le film. J'ai vraiment vécu le film de façon extérieure, c'est-à-dire, j'arrêtais pas de constater à quel point c'était ouf en termes cinématographiques, en termes d'ambiance, pas mal aussi, mais juste, je suis resté extérieur au film. Faudrait que je le revoie. Le revoir avec de la drogue d'ailleurs. Je pense que ça marche encore mieux. Non, tu te mets dans l'état dans la peau du réalisateur. Comme dit Laurent, il y a ce côté virtuose, mais pas forcément émotion en fait dans le film. Mais moi, j'adore aussi. Tu vois, Suspiria, même si le personnage de Suzy Bagnon n'est pas extraordinaire, tu t'attaches à elle, tu la suis parce que elle est le vecteur. C'est à travers ses yeux que tu découvres. Et au moins, elle a un parcours de A à Z. Et dans Inferno, je trouve que ça manque. C'est peut-être une tentative d'essayer d'éclater le récit qui est pas inintéressante en soi, mais je trouve que l'effet final, c'est que c'est pas ultra attachant en termes de structure. Mais c'est fascinant. Mais c'est fascinant. Et hasard un peu, on a découvert il y a pas très longtemps le teaser trailer du remake de Suspiria. Et moi, je crois qu'on a tous un peu posté sur Facebook nos avis. Pour ma part, je trouve ça vraiment. Je suis très curieux de voir ce truc-là. Pareil, Moi, je suis contre les remakes, donc. Moyen, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air un peu moche, quoi. Donc, c'est autre chose. C'est ça qui est intéressant. Je trouve pas ça moche. Il y a un côté Nicolas Roeg, je trouve. Côté d'Eric. Je crois que Nicolas Winding-Refn, je crois que t'allais dire. Arrête avec ça, Laurent, bordel. C'est fini. Putain, j'en parle jamais. Vous n'êtes pas oui, mais en dehors, oui, mais pas au Pifcast. Je parle pas en dehors non plus. Calmez-vous. Si ça se trouve, ils vont faire la trilogie. On va relire la trilogie, et j'ai l'impression, en tout cas, que cette version Suspiria a l'air beaucoup plus scénarisée, beaucoup moins, on va dire, trippée. Oui. Déjà, il y a un côté inscription dans l'histoire de l'Allemagne avec une référence à la fraction armée rouge dans la bande-annonce qui m'intrigue beaucoup. Laurent, ton œil du c'est pif. à moi-même. Je vais faire simple. Je vais vous parler d'un peut-être. Je sais pas si c'est mon film préféré, mais c'est pas loin. C'est un film italo-mexicain de 1989, réalisé par Alejandro Jodorowsky, qu'on appelle aussi « C'est moi qui dis !» Non, bon, c'est une anecdote. Voilà. Que je vous raconterai peut-être un autre jour. Super, Laurent, c'est communicatif. C'est un film... alors, t'as dit le titre ou pas là? Santa Sangre. En fait, on fait beaucoup, j'ai remarqué, du teasing à chaque fois. Je sais pas si c'est très intéressant. Vous, les spectateurs, dites-nous si... auditeurs plutôt, si c'est pourri qu'on fasse du teasing ou si c'est bien... Ouais, dites-le. Dites-nous. Santa Sangre, de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Phoenix, qui a grandi dans un cirque et qui tue des femmes. Voilà. Bon, alors bien sûr, tout autour, il y a l'effet de son éducation, de la relation très particulière de ses parents sur sa vision du monde, etc. C'est toute une allégorie sur comment on reste prisonnier de certains traumatismes qu'on peut vivre enfant. C'est très touchant comment le film raconte ça. D'ailleurs, la scène de fin qui est absolument magnifique. Mais c'est un film d'Alejandro Jodorowsky. Donc, c'est totalement fou. Il faut savoir qu'à la base, c'est Claudio Argento, le frère donc de Dario, qui a dit à Alejandro Jodorowsky tu veux pas me faire un film avec un homme, un tueur qui tue des femmes? Voilà, j'aimerais bien. En gros, on n'a jamais vu ça, du coup. Il voulait un giallo. Sauf que
Jodorowsky a écrit un premier scénario qui était déjà pas mal barré, qui a été traduit ensuite dans une autre langue pour des coproducteurs. Après, il a été retravaillé par un scénariste à partir d'une nouvelle traduction du truc déjà traduit. Bref, ça a été un bordel pas possible, ce qui fait que quand Jodorowsky a pris l'avion pour aller tourner au Mexique, et on lui a donné, juste avant qu'il prenne l'avion, le scénario, et il ne comprenait absolument rien à ce scénario. Donc en arrivant, il a fait bon, c'est pas grave, je jette le scénario et puis on va improviser au jour le jour. L'histoire. Voilà. Donc déjà, Jodorowsky, il n'a pas besoin de ça pour faire des films assez barrés. Mais là, pour le coup, ce qui est assez étonnant, c'est que cette liberté n'empêche pas que c'est peut-être un de ses films les plus maîtrisés dans la narration, dans le sens où ça a beau partir dans tous les sens. Le parcours de personnage est limpide. Il y a des scènes de meurtre, mais il y a tellement d'autres choses. Je sais pas, moi, c'est juste un des films les plus fous que j'ai jamais vu, un des plus mad, parce que il y a tout, il y a du cirque, il y a du gore, il y a de l'amour, il y a du mime, il y a des numéros musicaux, il y a des c'est tout l'univers de Jodo. Voilà, c'est Freaks sous acide en mode jour des morts mexicain. Je sais pas, c'est d'une poésie complètement folle. Même dans l'horreur, c'est d'une poésie folle. Il y a une scène incroyable de mort d'éléphant. Alors rassurez-vous, l'éléphant n'a pas été tué pour le film, c'est un vrai rituel qui a été filmé pour le film, mais c'est peut-être une des scènes les plus folles de l'histoire du cinéma. Elle est hallucinante. Voilà, je sais pas, ce film c'est une espèce de feu d'artifice de sensations. Visuellement c'est incroyable, c'est drôle, voilà, je ne sais que vous dire, je vais pas en faire des tonnes. Allez voir ce film, c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est tout ce que le cinéma peut avoir de plus, je sais pas, de plus physique, de plus analogique, et en même temps de plus pur, de plus poétique. C'est fou. Voilà. J'étais très curieux de savoir comment tu allais résumer l'histoire. Bah ouais, voilà. C'est un mec qui tue les femmes. On termine avec l'œil du pif de Xavier. Ah mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils en pensent. Moi je me permets de donner un avis parce que j'avais promis. Xavier avait promis de. Je le donnerai parce que je n'ai pas fait de teasing à Laurent, donc il est très curieux. Eh bien sache que moi aussi c'est un de mes films préférés. Ah viens, on va s'enculer. Je vénère ce film. Vraiment, je vénère ce film. Je dois le regarder au moins une fois tous les ans. Ce film est absolument magique. C'est la quintessence de Jodorowsky au cinéma. Et hop, check. Et en tout cas, la scène de l'éléphant, en fait, c'est aussi un hommage à Tusk. En fait, c'est une manière digne d'enterrer Tusk. C'était avant. Ça a été fait largement après Tusk. Ouais. Donc, Tusk, il n'avait pas tourné depuis 8 ans, je crois, quand il a fait. En fait, Tusk, c'était un film pour enfants qu'il avait réalisé avec Topor. Je ne sais plus s'il était au scénar ou juste à l'écriture de l'histoire. Enfin bon, bref. Je crois qu'il était encore dans le mouvement Panique d'ailleurs à ce moment-là. Et le film a été un bide absolument monstrueux. Le film est bien, hein, le film est vraiment très bien, mais du coup, voilà, la scène a une vraie signification. Et non, enfin pour moi le film est magique quoi. C'est Freaks sous acide. Il y a des passages de mime. Enfin, pour tous ceux qui connaissent mal le mime, je vous jure qu'après Santa Sangre, il y a des scènes, elles sont tellement belles, tellement poétiques uniquement en mime. C'est voilà quoi, c'est vraiment un délice. Et au-delà de c'est un homme qui tue les femmes, ce n'est pas exactement ça. Cet homme est une main pour tuer les femmes. Oui. C'est un giallo, on peut dire ça. C'est un giallo, littéralement. Ouais, moi je n'ai pas vu le film, mais tu dis quoi, c'est Shameless. Je connaissais pas le terme. Même si j'ai le DVD encore et tout depuis des années, bref, mais tu te rends même pas compte du chef-d'œuvre. J'ai une anecdote marrante à faire sur Tusk. Qu'un jour, envie de grenier dans une brocante, j'ai tombé sur un gars qui avait plein de VHS de films. C'était que des films avec des animaux, genre des lions et tout. Et il avait Tusk, et je pense qu'il s'en rendait pas compte parce qu'elle est super rare la VHS. Et j'ai fait, c'est combien ça? Et je l'ai eu à 2-3 euros alors qu'il en vaut un paquet. Voilà, le mec savait pas qu'il avait de Jodorowsky, lui il avait juste un film avec un éléphant, il était content. Et j'ai chopé Tusk à que dalle quoi. Niqué. Regarde-le quand même. Hein. Oui, non, mais là, je vais peut-être le regarder du coup, parce que là, mine de rien, vous avez beau dire de la merde, vous m'avez quand même donné vachement envie quand même. Hein. Véro, tu l'as vu? Pas du tout. Regarde-le. Oui. Bah, je regarderai avec Cyril. Tu m'invites chez toi? Gênant. Bon, vas-y Xavier, ton œil du pif. Alors moi, mon œil du pif, moi je vais vous parler d'une série télé. Ah mais ils font chier. GXO, une série télé, un avion papier. Non, c'est bon. Non, en fait, il s'agit d'une série AMC que effectivement on peut voir sur Netflix, mais aussi sur, je crois, elle doit être à peu près sur toutes les plateformes quoi. Et vous en avez sûrement entendu parler. De toute façon, il s'agit de The Terror.
non, elle n'est pas sur Netflix, elle est sur Amazon en France. Amazon Prime. Exact, en France, oui, elle est sur Amazon. Arrivé d'ailleurs sans crier gare, comme tous les trucs d'Amazon, c'est-à-dire qu'ils balancent des trucs de ouf et ils disent même pas que c'est. Je peux dire qu'en ce moment, j'en entends parler moi au boulot. Ouais, j'imagine. En plus, sur Amazon, il y a la série de Sonotion. Sonotion, ouais. Et puis il y a celle de Refn qui débarque bientôt. Mais t'as vu je parle jamais de Refn. Mais je parle jamais de Refn. On se recentre. Donc, The Terror, il s'agit d'une série AMC créée par David Kajganich et Sue Hug. Bon, bref, voilà. Peu importe. T'as imprimé toute cette feuille pour juste dire le nom du réalisateur? Parce qu'il a imprimé genre là, le bottin là, juste pour citer le nom du réalisateur. D'après un roman de Dan Simmons, qui est d'ailleurs un de mes auteurs de SF préférés. Tout à fait. Monsieur un Hyperion. Un bon faf, mais un putain d'auteur. On s'en fout. Le mec, il a écrit Hyperion, C'est il a clair. écrit L'échiquier du mal. Rien que pour ça. Voilà. Quand va-t-on adapter L'échiquier du mal, bordel? Après-demain, apparemment. Et en tout cas, je pense que The Terror aura donné un petit coup de fouet, parce que The Terror, en fait, c'est actuellement une des meilleures séries que j'ai pu voir cette année, quoi. Au niveau de l'écriture, c'est juste incroyable. Mais putain, ça fait tellement plaisir de voir une série écrite, quoi. Tous les acteurs sont parfaits. Donc le pitch de base est basé sur un fait réel, où en fait on suit deux bateaux, l'Erebus et le Terror, qui vont essayer de traverser l'Arctique pour trouver un passage qui pourrait faciliter les échanges commerciaux. L'Arctique de la mort. Ça se passe à la fin du 19e, c'est ça? Ça se passe à la fin du 19e. Et le mot d'ordre à la base c'est possiblement une mission suicidaire. Évidemment, ils vont essayer de trouver le passage qu'ils ne vont pas trouver. Les bateaux vont se faire encercler par les glaces. Et ils vont essayer de trouver des moyens de s'en sortir. Malheureusement. Par-dessus, il s'avère qu'il y a quelque chose qui rôde dans la glace. Voilà. Enfin, en tout cas, la série est une série en 10 épisodes. C'est une série qui n'amènera pas de saison 2. C'est une mini-série. Voilà, c'est une véritable mini-série que je vous conseille, mais vraiment énormément, quoi. Je ne veux pas trop vous en parler parce qu'il faut vraiment se découvrir toute cette histoire au fur et à mesure. Le rythme est un petit peu lent, je préfère prévenir. C'était déjà le cas du bouquin. Pour les Cyril. Merci Xavier. Ouais, c'était déjà le cas du bouquin. Moi, j'adore le bouquin, mais le bouquin avait des petits entremots. Mais tout est parfaitement écrit. Ça arrive vraiment petit à petit, tout. Mais il n'y a rien à acheter, quoi. Il n'y a vraiment rien à acheter. C'est 10 épisodes, t'as rien à dégraisser. Qu'est-ce que c'est beau, visuellement. Putain, mais il y a tellement de trucs dedans. Et ce casting Le casting est ouf, ouais. Le visuel est ouf. La police d'écriture et du titre est géniale, quoi. Non, mais vraiment, je vous jure, regardez The Terror, c'est vraiment un coup de cœur cette année. L'ambiance, elle est incroyable. Merci pour cette reco, Xavier. On passe au dossier. Notre dossier du jour sent bon la crème solaire et l'espadrille. Nous avons sélectionné des films qui nous évoquent instantanément les vacances et qui font tous une escale par l'horreur ou le fantastique, bien évidemment. On commence par un petit voyage dans une station balnéaire, il me semble, Laurent. Tout à fait. Même si j'ai hésité par un petit voyage par un lac, le temps d'un sketch que j'avais quand même envie de citer. Ça s'appelle Le Radeau, c'est dans Creepshow 2, c'est tiré d'une nouvelle de Stephen King. Si vous ne l'avez pas vu, courez dessus. Sachant qu'il faut se taper Creepshow 2. Voilà. Non, mais vous regardez juste le sketch. C'est le deuxième sketch. Le premier, c'est l'Indien. Non, c'est l'autostoppeur, je crois, le premier. Non, l'autostoppeur, c'est le troisième. Ouais, et le premier, c'est l'Indien. Ils sont pas nuls non plus, mais le deuxième, il est tellement au-dessus. C'est juste génial de suspense, de cradeur, parce que c'est vraiment bien crade. C'est méchant. Voilà. Bref, j'avais envie de parler de ça, parce que c'est quand même l'histoire de jeunes gens qui vont faire les cons sur un radeau au milieu d'un lac. Mais sauf qu'il y a une flaque. Voilà, c'est tout, une flaque bizarre. Mais finalement, j'ai préféré vous parler j'ai peut-être le film le plus classique de la sélection. Ah, ça, c'est le quand classique. on parle des. Il y a eu un Mad Movies d'ailleurs classique. Voilà, exactement. Les Dents de la Mer, Jaws de Steven Spielberg. Je dis bien Spielberg. Sorti en 76 en France et en 75 aux États-Unis. Est-ce que je vous fais l'affront de vous raconter l'histoire? Petite station balnéaire sans histoire, sauf que grand requin blanc qui vient établir son territoire de chasse pile poil à cet endroit-là et qui se met à bouffer des gens. Le film il a mis sur pied un archétype de ce genre de film avec les notables locaux qui ne veulent pas
entraver l'économie de leur microcosme, de leur ville ou de leur, je sais pas, de tous les films de monstres comme ça ont eu ces personnages et qui vont donc aller à l'encontre de ce que la raison devrait leur dicter en laissant se faire je ne sais quel événement public qui va faire que le monstre va venir un peu bouffer tout le monde. Sauf que la plupart des films qui ont repris ce schéma ont fait que quand l'événement se passe, vraiment, c'est le climax du film. Là, déjà, Spielberg, le scénario, parce que c'est pas Spielberg a écrit une version du scénario après la version du romancier Peter Benchley dont est tiré le film. Enfin, le film est tiré de son roman. Benchley avait écrit une première version du scénario qui était plutôt pas mal, mais Spielberg a lui-même écrit sa propre version et certaines de ses idées sont restées. Et Carl Gottlieb ensuite, qui joue d'ailleurs un petit rôle dans le film, le rôle du patron du journal local, a ensuite pas mal peaufiné les dialogues et apparemment a aussi guidé tout ce qui était improvisation sur le tournage, parce qu'il y a eu un peu d'improvisation. John Milius, non crédité pour le fameux monologue qui parle de l'incident de l'USS Indianapolis. Voilà, donc, mais ce scénario donc a cette intelligence de nous emmener assez loin de cette petite ville à la moitié du film après pour nous envoyer en pleine mer avec juste un face-à-face entre les trois héros et le requin. Et là, on a envie, et ce qui est génial dans ce film, et je l'ai revu hier soir pour ce Pifcast et ça me chope toujours, c'est que c'est un putain de film d'aventure. C'est pas un film d'horreur. C'est horrifique, ça fait flipper, mais c'est un putain de film d'aventure grâce notamment à la musique de John Williams. C'est-à-dire que quand ces mecs prennent le bateau pour aller se friter contre une espèce de machine à tuer terrifiante, t'as envie d'y aller parce que putain, ça a l'air cool, ça va être l'aventure. Bon, ils en chient un petit peu finalement. Voilà, que dire, film de vacances, oui, parce que station balnéaire, parce que surtout, en fait, c'est un film qui nous a donné peur d'aller en vacances à toute une génération, parce qu'on a voire peur d'aller aux toilettes. Voilà, on a flippé de foutre les pieds dans l'eau. Ouais, j'en connais. J'ai vu les grandes toilettes, hein. Ça lui rappelle l'océan. Moi, j'ai passé beaucoup de mes vacances quand j'étais petit au bord d'un lac, donc je ne savais qu'il n'y avait pas de requin dans un lac, mais j'avais quand même peur d'aller dans ce putain de lac. Je trouve qu'il y a un tunnel entre le lac et la mer, il a pu passer par là. Alors c'est en Aveyron, donc il y a quand même un long tunnel à faire pour aller jusqu'à la mer. Attends, on a vu pire dans la série de Joss. Et dans Joss Carr qui va carrément dans les eaux chaudes et tout. Et donc voilà, pour moi c'est un film intimement lié aux vacances. Je vais pas non plus faire des heures sur le film, vous connaissez les qualités incroyables qui sont d'ailleurs parfois accidentelles, puisque comme le requin ne fonctionnait pas, Steven Spielberg a dû trouver des idées pour figurer la présence du requin sans qu'il soit vraiment là, d'où cette scène géniale de la jetée emportée avec les deux cognos qui essayent d'attirer le requin en foutant de la bouffe et puis et qui attache l'appât à une jetée. C'est la jetée qui est emportée et qui montre le déplacement du requin. Idée ensuite reprise plus loin dans le film avec les barils qui sont attachés au requin. Et c'est génial parce que premier baril, il va quand même sous l'eau. Ah, il est fort. Deuxième baril, il va quand même sous l'eau. Ah, troisième baril, il ira pas sous l'eau avec le troisième baril. Et si, et là tu dis putain, le requin. Et en fait, moi c'est grâce à ce film que j'ai découvert le pouvoir de la suggestion en fait. Ouais. C'est que quand le baril revient à la surface, je dis putain, j'étais gamin, je dis mais je flippais, je dis putain c'est balèze, on voit pas le requin et j'ai super peur. Et en fait c'est pour n'importe quel réalisateur, c'est l'art de la suggestion, on fait rentrer une idée et on la ressort quand il faut et l'être humain fait le travail de son côté pour comprendre une élite, on appelle ça. Non, mais bon là c'est vraiment le film qui m'a marqué pour ça sur le côté, l'art de la suggestion. Quoi. Avec très peu, c'est Alien aussi fait ça. Oui. Avec très peu, on peut faire très peur. Ça sert à rien de montrer finalement. Et puis pour l'anecdote, il y a un truc très rigolo, c'est qu'il y a de très rares plans de vrais requins dans le film qui ont été tournés par deux spécialistes de plongée sous-marine en Australie. Le truc, c'est qu'il fallait, pour que le requin ait l'air aussi grand que le requin du scénario, eux, ils avaient des requins de 4,5 mètres à peu près. Il fallait, et c'était pour la scène où la cage est dans l'eau, où normalement le personnage de Dreyfus est dans la cage. Et du coup, pour lui donner la taille qui est censée être, c'est une petite cage, un petit bateau et un nain. Il y a un petit Dreyfus dans la cage, en fait. Et donc ils ont engagé. Alors Spielberg en plus raconte dans le making of, c'est très drôle, c'est qu'il fait donc un casting de gens de petite taille et puis il y a un mec qui arrive ensanglanté. Et il fait, qu'est-ce qui vous arrive? J'arrive devant le studio, j'ai eu un accident de voiture et tout, mais je suis parti de la scène de l'accident parce que je veux pas rater ce casting et tout. Je le veux absolument. Et Spielberg fait, non mais allez-y, réglez le truc avec la police. Mais je vous engage parce que vous êtes trop en galère et tout, et vous me faites un peu de la peine. Donc le mec a eu le rôle grâce à son accident. Et là, il envoie le mec en Australie pour le foutre dans une cage avec des requins de 4,5 mètres. Le mec, il fait 1 mètre.
Ils le font dans une cage, c'est horrible, pauvre. C'est n'importe quoi. T'as des images de making-of t'as des images de making-of, tu vois ce pauvre mec qui vont foutre dans la cage avec les requins, c'est assez horrible. Mais non, mais ce qui est très drôle surtout, c'est que les plans sont du coup assez impressionnants, mais sauf que la cage est vide à ce moment-là et c'est un accident total, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à avoir le plan qu'ils voulaient impressionnant d'un requin qui s'énerve sur la cage et tout. Et en fait, un jour, c'était pas prévu, la cage était dans l'eau, l'acteur était pas dedans, il y avait des requins qui passaient, il y en a un assez gros, donc 4,5 mètres qui passe et qui s'est pris le museau dans un fil. Et en fait, ça l'a énervé. Il se débattait, il arrivait pas à en sortir. Ça m'énerve quand ça m'arrive. Putain de fil et tout. Et du coup, ils ont vu ça, ils ont dit on shoot. Donc ils ont eu ce plan, mais avec la cage vide. Donc dans le scénario, ils ont dû le réécrire. À un moment donné, le personnage de Dreyfus s'échappe de la cage et va se cacher au fond de l'eau. Et c'est pour ça, en fait. Pourquoi les accidents donnent des trucs plus intéressants. Voilà, donc c'est une petite anecdote rigolote. Une anecdote toute con à sortir sur le film, c'est vraiment mon monsieur anecdote, mais j'ai vu le film gamin en VHS, c'est-à-dire décalé par rapport à l'actualité de ce qui pouvait se passer sur Terre en fait, chez mes grands-parents, et je regarde le film, ça m'a vachement impressionné, et le soir, les infos, et en Italie, un mec s'est fait vraiment bouffer par un requin en fait. D'accord. Et ça m'a vraiment marqué, le mélange entre la réalité et la fiction, ça m'a fait un choc. Je te vraiment tout petit, j'ai fait putain, c'est pas pour déconner quoi. Et je peux dire qu'après, quand j'allais à la mer, je me suis bien être à fouette. J'ai une petite anecdote. On a tous peut-être une petite anecdote sur Jaws, d'ailleurs, parce que c'est un film qui est tellement important. Je l'ai vu avec mes parents, j'étais tout petit, passé à la télé, et ma mère me cachait les yeux dès que le requin arrivait. Et putain, j'étais tellement vénère parce que j'ai rien vu de tout ce qui. Je voyais pas le requin. Je voyais pas. J'ai pas vu le gore. J'ai pas vu de sang. Putain, j'étais tellement énervé. Tu as des mecs à la plage en fait. Et que j'ai fantasmé en fait toute cette scène après. Et quand il était passé le truc, du coup, j'en ai parlé. J'avais le droit de le voir, mais pas mes potes. Et j'en aurais parlé, mais je voulais pas leur dire que j'avais pas vu les scènes gore. Alors je les inventais. J'inventais des trucs dégueulasses et tout qui sont même et pas. Après, monsieur est devenu journaliste et tout. Quand vous lisez les articles de Laurent Duroche, je pensais que peut-être il raconte de la merde parce que ses parents lui ont bloqué les yeux. Voilà. Donc j'imagine que pour vous c'est aussi une. Oui, de toute façon, exactement. Moi, je renvoie au podcast précédent sur Spielberg pour tous les menus détails sur Jaws et à quel point le film est vraiment un miracle qui n'aurait pas dû avoir lieu, quoi. Et finalement, comme les Aventures de l'Arche perdue, on n'a pas fait mieux en fait après en film de bestiole dans l'eau. Si c'est la référence. Mais dans la mer 3, c'est un autre chef-d'œuvre. J'ai une anecdote pas intéressante puisque c'est la mode en ce moment. Je pense que j'ai appris à nager grâce aux dents de la mer, puisqu'en fait. T'as vu un requin ? Bah non, mais en fait, quand tu ne vois pas ce qui se passe, tu te fais plein d'imagination avec ce qu'il y a sous l'eau. Du coup, j'ai pris un masque et en fait, avec le masque, étant trop occupé à observer tout ce qui se passait en dessous, j'ai appris à nager comme ça. C'est rigolo, oui. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas Merci Cyril de faire comme si c'était intéressant. 13 sur 20 en anecdote. Non, moi j'aime bien. Moi je trouve ça plus intéressant que celle de Cyril. Je l'imagine petite avec son tuba et son masque, en fait, c'est rigolo. Alors pour ma part, je vais vous emmener au Mexique. Puisque j'ai choisi. Merci. Je voulais vous le demander, vous l'avez fait naturellement. Donc c'est Les Ruines de Carter Smith, un film de 2008. Bon alors rapidement, Carter Smith, on peut dire qu'il a absolument rien fait d'autre quasiment. Jimmy Mark is Dead. Et voilà, tout à fait. Voilà. Qui est sorti il y a 4 ans. Ouais. Bon, vite fait quoi. De quoi ça parle ? C'est un groupe d'amis qui glandent au bord de la piscine de leur hôtel au Mexique. On comprend que c'est la fin des vacances et qu'ils ont pas, leurs vacances elles n'ont pas été beaucoup plus productives que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire glander autour de la piscine. Ils sympathisent avec un Allemand qui s'inquiète. Grosse erreur. Qui s'appelle Mathias et qui s'inquiète parce que son frère est parti voir des ruines et qu'il ne l'a pas revu depuis. Et en fait, il leur propose de partir en excursion pour voir ce temple qui se trouve en dehors des cartes et des sentiers battus. Donc, du coup, ils se disent « Ah, super, on va faire un truc. » Ils y vont avec un grec aussi. Pas le sandwich, l'habitant du pays. Hein. Kebab. Et en fait, arrivé sur place, donc après avoir une petite rando un peu, on sait pas trop où on va, mais on y va. Ils se font vraiment agresser par les indigènes, donc une espèce d'Indiens qui sont là. Ils comprennent pas exactement ce qu'ils veulent, et en fait, à partir du moment où ils vont abattre de sang-froid le grec, qui était vraiment là que pour se faire buter, on va pas se mentir. Ils vont grimper sur la pyramide et ils vont plus pouvoir en redescendre parce qu'en fait, les villageois font le pied de grue tout autour de la pyramide et mais ils n'osent pas monter. Ils installent un campement vraiment pour les empêcher de descendre de cette pyramide. Du coup, ils se retrouvent bloqués au sommet de la pyramide. Ils ont très peu d'eau et de nourriture. Il y a le campement du frère de Mathias qui est encore là. Je fais très mal l'accent allemand, désolé. Mais par contre, personne n'est là.
Et à partir du moment où ils vont entendre une sonnerie de téléphone dans le puits qui est au sommet de la pyramide, ils vont se dire qu'ils ont peut-être l'espoir de s'en sortir. Donc du coup, je vais pas spoiler ce qui se passe après parce que c'est vraiment dommage. Bon, si, je pense qu'il faut quand même dire ce qui se passe. C'est surnaturel. Voilà, bah oui. C'est vraiment mais c'est quand même le moteur du truc, faut le dire. C'est pas un slasher ou quoi, c'est vraiment un truc fantastique. Effectivement, t'as raison, Talal, il faut peut-être le préciser. Oui. Et c'est vraiment inédit, enfin, je trouve comme dispositif. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage si jamais les gens l'ont pas vu de le spoiler. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que les scènes d'exposition du début, justement, un peu côté vacances et tout, sont hyper bien faites. Ça met dans l'ambiance, ils vont boire des coups, ils jouent aux cartes, etc. Machin. Ça met de manière assez simple en place la relation entre les personnages, qu'on croit dans un premier temps assez stéréotypée, avec la blonde un peu sexy, l'intello, et tout. Et finalement, tous ces clichés-là sont un peu rabattus assez rapidement dès qu'ils sont dans une situation un peu difficile. Et ça évite complètement au film de tomber dans un espèce de cliché de série B, en fait. Ça a tous les attributs d'une série B, mais je trouve que ça n'en est pas une, en fait. Il y a vraiment un climat de paranoïa qui s'installe entre eux, et c'est quand même très, très gore. C'est méchant, putain. Ouais, c'est vraiment très, très gore. Et alors, il paraît qu'il y a une version unrated. Je pense que c'est celle-là qu'on a vue en France, mais je n'ai pas réussi à trouver l'info. En fait, c'est très simple. La version unrated a une autre fin. Alors... J'en parlerai à la fin. Donc je t'expliquerai après, mais suivant ce que tu auras vu dans la fin, tu sauras. Ouais, dans la voiture. Non. Non, mais il est en train de spoiler la fin, lui. Oui, d'accord. Voilà. J'ai mimé, mais. Alors, je pense qu'effectivement, en France, on a vu cette version-là, mais a priori, elle n'est pas sortie partout comme ça. Mais c'est très, très gore, en tout cas. Voilà, pour ceux qui aiment ça. Super photo de Darius Khondji. Magnifique photo. C'est bien lui, il me semble. C'est Khondji la photo. Ouais, c'est Khondji la photo. Vérifiez fact-checking. Véro, alors, je dis tout de suite. Je crois que c'est Khondji la photo. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Oui, c'est lui. C'est Khondji qui fait la photo, qui est très belle, qui est très saturée, qui est très solaire en fait. Et la musique, c'est Carter Burwell. Carter Burwell, voilà, dont j'avais parlé. Graham Revel, voilà, j'en avais parlé quand j'ai passé. Ouais, c'est une très belle musique de Graham Revel. Et non, mais t'as raison de dire que c'est solaire parce qu'effectivement, c'est un film qui se passe globalement surtout en plein jour. Pour le côté vacances, là, on est bien en plein soleil. Et en fait, il y a ce côté aussi quand même. Il y a une espèce de sous-texte qui dénonce un peu les connards de touristes quand même qui se pointent chez des indigènes ou des locaux. En la matière, c'est beaucoup plus fin que le film de Touristas, qui est pas détestable au demeurant, mais qui est sorti pas longtemps après, je pense, à peu près la même période. Jenna Malone dans le film. Et oui, on va parler sur Denis Darko et sur Zack Snyder aussi sur ta chouchou. Et c'est vrai, à l'époque, moi j'ai adoré le film, donc à l'époque j'étais encore plus content. Et dans Neon Demon de Nicolas Winding. C'est ça. C'est bon, on va le caser à chaque trait. Et dans la prochaine série télé aussi. Tout à fait. Ouais, il s'aime bien, on dirait. Et il y a aussi un message vraiment destiné aux Américains, puisqu'en gros, à un moment donné, il y a un des personnages qui dit non, mais c'est impossible qu'on nous cherche pas, parce qu'on est des touristes américains. J'ai cette espèce de logique de la suprématie américaine qui est complètement chamboulée. Et en fait, ce qui est intéressant au final, c'est que ces personnages qui sont quand même bien caractérisés, on s'y attache un peu, mais globalement, même si on souffre avec eux, on n'a pas spécialement envie qu'ils s'en sortent en fait. Enfin, le film est fait de telle manière parce que nous, en tant que spectateurs, on se dit que le mieux ce serait qu'ils ne s'en sortent pas en fait. Donc c'est assez malin, je trouve. En fait. C'est bien équilibré en écriture. C'est un exercice d'équilibrisme pas facile à trouver, mais il paraît que le bouquin est encore mieux. Je l'aime. J'ai jamais eu le temps de le lire. En fait, j'ai lu, c'est quand même assez fidèle. Enfin, le film est vraiment assez fidèle. C'est assez fidèle. T'as des petites variations. T'as pas le temple Maya, c'est une colline. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est global. Mais en fait, le truc, c'est que la version cinéma, c'est celle qui s'éloigne le plus de l'ambiance de la fin du bouquin, alors que les autres fins, on a vraiment ce côté... Donc en fait, il y a 3 fins. Voilà, il y a 3 fins différentes. Alors du coup, je me souviens pas laquelle on a vue, mais a priori, c'est une petite pessimiste. Celle dont j'ai mimé à Xavier, elle n'était pas au cinéma, je l'avais vue sur le DVD ou le Blu-ray du film. Voilà, ça, c'est là une rated. Au cinéma... il y a une sorte de happy end, on va dire. Et la troisième fin qui se passe dans un autre endroit. Et c'est marrant parce que le film, finalement, c'est pas un spoiler, mais je le rapproche beaucoup en fait du scénario du radeau de Creepshow 2. Il y a un côté un truc très proche. Mais d'ailleurs, les fins alternatives, on les trouve sur Internet sans problème, notamment celle. C'est quoi Internet? À chaque fois, vous en parlez. Alors, c'est http://. Voilà, donc vous l'avez aimé aussi? Ah oui, mais en fait, je m'attendais moi à ne pas aimer. J'ai commencé, j'ai pas aimé, et au bout d'un moment, non mais laisse-moi finir. Et au bout d'un moment, tu te rends compte de la cruauté de la chose. C'est vénère en plus. Et là, quand tu vois la cruauté de la chose, tu dis ah ouais quand même. Non en fait c'est pas mal. Le coup du téléphone portable par exemple, sans rien dire, c'est vénère. Ouais, carrément. Moi je trouve que c'est un claquage de beignet. C'est un label qu'on utilise sur tes films, c'est très très bien. Moi je trouve ça. Tu utilises.
Quand je l'ai vu en tout cas à l'époque en salle, j'ai fait putain, j'en parlais à tout le monde, j'ai dit putain, c'est une tuerie, allez le voir et tout. Genre. Et j'ai pas revu depuis, c'est bizarre, je l'avais acheté en Blu-ray, je crois, mais je l'ai pas revu depuis et je trouve le film est une tuerie quoi. Ça m'a donné envie de le revoir. Ah. Une très belle affiche aussi, ils ont des souvenirs aussi. Ouais. Total, tu l'avais vu? Moi, justement, je vais être le mouton noir. Ah, ça y est. Non, mais pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, justement, les personnages qui sont pas du tout attachants, en fait. Je m'en foutais un petit peu, je me suis un peu fait chier. Et là, quand l'argument fantastique que tu ne veux pas révéler, qui est pourtant clair et net sur l'affiche, arrive, je m'attendais à un truc autre parce que je savais ce qu'il allait avoir en fait. Voilà. Donc voilà, c'est pas un film qui m'a laissé un souvenir intarissable. Maintenant que j'ai envie de reconsidérer parce que j'ai oublié que je ne savais pas que c'était Konji. Mais surtout qu'il y avait claquage de beignet, quoi. Quand il n'y savait pas qu'il y avait le label en fait. Qui dit label dit il faut que je repense à quand même revoir le film. Ouais. Si. Toutes tes valeurs ont changé. Là. Voilà. C'est pas un label qu'on sort par hasard. Hein. Un jour, on fera la liste de tes claquages de beignets, on verra que c'est pas forcément une garantie. Il y en a 1500, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention, quoi. Non, mais tout le monde m'en parle en bien. Tout le monde me dit c'est génial. Oui. Ça. Du coup, je me dis qu'est-ce que j'ai dû passer à côté du film. Voilà. Tu passes à côté de ta vie, moi je dirais. J'ai l'impression. Si tu vois le DVD, quand t'as un coup de Cyril, t'as l'impression vraiment que tu passes à côté de ta vie. t'avais le Blu-ray, et puis en fait, t'as marché à gauche et du coup, t'es passé à côté. Moi, je voudrais juste rajouter un tout petit détail. J'avoue, je suis désolé, j'ai oublié le prénom de l'auteur. C'est Smith parce que voilà. Ça m'a fait rire parce que le réal et l'auteur, en fait, ils ont le même nom. Et en fait, le mec qui a écrit le bouquin L'Héroïne, c'est le mec qui avait écrit le bouquin de Un plan simple, qui a été adapté après par Sam Raimi. Ah, oui, ça, c'est génial. Ça. Voilà. Pour le coup, c'est mortel. C'est pas le sujet de l'émission. Hein Mais le faux film de frère Cohen par Sam Raimi, on va parler une autre fois. De ça. C'est vacances d'hiver, ça. Voilà. Xavier, c'est un remake d'Evil Dead, Un plan simple, je tiens à le dire. Xavier nous emmène en colo. Sans l'horreur. C'est ça? Alors moi, je vous emmène en colo, avec un petit Xavier film, Colo. Oh putain. Et le pire, c'est que je suis surpris. C'est ça le pire. Donc moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Carnage. Alors attention, vous vous trompez pas de film. Il s'agit du film de 1981 de Tony Maylam, alias The Burning. Il n'y a pas Mathilde Seignet dedans, tu veux dire? Emmanuel Seignet, je veux dire. Voilà. Merde, putain, c'est con ça. Donc en fait, c'est très simple. On va suivre, pendant une nuit, des 4 gamins dans une colo qui ont décidé de faire une mauvaise blague au gardien du camp, qui est apparemment un connard. Et évidemment, la blague va mal tourner, le mec va finir complètement cramé, mais n'est pas mort. Et après 5 ans de soins, il va revenir fou et avide de vengeance, et décidé à y buter du gamin, parce que c'est tous des connards. Ce serait pas un slasher? Exactement. Ouais. Je vous parle donc pour moi, un des fleurons du slasher des années 80. Donc pour resituer un peu, à l'époque, Halloween était sorti, ça a un petit peu lancé la vague du slasher, et est arrivé Vendredi 13, qui a cristallisé toute une... cristallisé. T'as fait exprès. Et qui a cristallisé en fait toutes les images classiques du slasher, toute la structure, la personnalisation. Les défauts, malheureusement, évidemment. Et ensuite, à cause du succès de Vendredi 13, il y a eu toute une chier, il n'y a pas d'autre terme, une chier de plagiat dans tous les sens. Sachant qu'à chaque fois, en fait, on reprenait la structure du slasher, mais en mode sans thune, et si possible, avec des acteurs débutants. Ce qui a pu amener des fois des choses très gênantes. Enfin bon. Mais ça a donné Massacre au camp d'été, c'est bien. Ouais, Massacre au camp d'été, c'est super quoi. Carnage, pourquoi est-ce que je vous parle de Carnage? En fait, donc, le film est sorti 1 an après Vendredi 13. L'un des scénaristes, je ne donne pas encore son nom, laisse-moi. Hashtag Balançon. Voilà. Le scénariste a toujours prétendu avoir déjà commencé le film avant que le premier Vendredi 13 soit sorti. Maintenant, il est très crédible. Oui, maintenant il est très crédible. Et donc, en fait, il s'agit d'un des premiers films sortis par la Miramax. Donc, une histoire de je ne sais plus comment il s'appelle, le frère, merde. Bob Hervé. Bob Weinstein, qui a écrit en fait un début d'histoire, et le scénario, lui, a été écrit par Harvey Weinstein. C'est produit par eux, du coup. Voilà. Et donc, du coup, c'est l'un des films qui a permis à la Miramax d'aller trousser de l'actrice plus tard. Oui, merci The Burning. Bon. C'est leur tout premier film, il me semble même. C'est même leur premier film, ouais. Et donc autant le réalisateur Tony Maylam, ça vous dira pas grand chose, mais ce film a plusieurs particularités au niveau de l'histoire du cinéma, puisque vous verrez dedans
Holly Hunter. Voilà, donc Holly Hunter, j'ai pas vraiment besoin de vous dire qui c'est. Autrement, vous pouvez voir Jason Alexander pour les fans de Seinfeld. George Costanza. Exactement. Et il y a aussi Fisher Stevens. C'est un acteur que vous avez pu voir dans plusieurs films, séries, des TV et tout machin. Second rôle connu. Hein. Voilà, qui est surtout le réalisateur de The Cove, un documentaire oscarisé. Ah oui, sur les baleines qui sont massacrées au Japon. Voilà. Donc, les dauphins. Donc pour un film, un petit slasher des années 80, il y a quand même trois oscarisés. Donc voilà, Holly Hunter. C'est sur la jaquette d'ailleurs, Academy Award winner. Et Harvey Weinstein, parce que multi-oscarisé. Il avait reçu un Oscar. Voilà. Pour ce film. Et au montage, ça c'est le petit détail qui tue, Jake Shoulder. Ah oui, j'ai vu ça sur le générique. Futur réalisateur de Idem. Yeah. Voilà, ça claque. Carnage, en fait. Effets spéciaux. Tom Savini. J'y arrivais. Voilà. Carnage, en fait, il fait partie des slashers plus, on va dire, vraiment un de ceux qui se démarquent. C'est en grande partie grâce à l'apport de Sam Raimi. Putain. Oh là 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 là. Tom Savini, j'y arrivais. C'est grâce à l'apport de Tom Savini qui a quand même créé quelques effets assez craspec. Soyons honnêtes, hein, le film a été quand même pas mal vendu sur son nom. Et plus précisément, le mélange de Jack Shoulder au montage plus les effets spéciaux de Tom Savini a amené une des meilleures scènes du genre. Je ne vous dis pas non, fallait pas le dire. Mais je dis pas ce qui se passe. Mais ouais, mais t'as dit quelle scène c'était. Le travelling avant. C'est vraiment une des meilleures scènes du film et une des meilleures scènes de slasher des années 80. Autre particularité de Carnage qu'il est important de noter, c'est que le film prend son temps. Il prend quand même 20-30 minutes avant de vraiment démarrer. Ah, j'aurais dit 1 heure, moi. Mais contrairement à tout ce qui se faisait à l'époque, il y a une vraie personnalisation des personnages. Il y a une vraie création de liens entre eux. On arrive vraiment à avoir une belle personnalisation qui nous permet vraiment d'accrocher à ces personnages. Et du coup, quand ils vont crever, c'est de manière très sale et très méchante, on a mal pour eux. Voilà. Donc est-ce que vous avez aimé le film ? Moi, c'est un des meilleurs slashers avec My Bloody Valentine, version unrated bien sûr. Voilà, qui pour moi est le meilleur slasher avec Halloween. Justement avec My Bloody Valentine, je dirais que même pour l'époque, c'est les 2 slashers les plus bourrins qu'il y avait. Ouais. Alors on a longtemps cru que My Bloody Valentine n'était pas si bourrin que ça, puisque la version qu'on a vue longtemps était unrated, mais la version unrated, putain, ce qu'elle est méchante. Ouais, non, c'est. J'avoue, la première fois que je l'ai vu, avoir été un petit peu déçu par le faux rythme du début, justement. J'attendais une entrée en matière un peu plus vénère, mais quand ça rentre en matière, ça rentre bien dans la matière. Ça, c'est littéralement. Ouais, non, c'est bien craspec, c'est bien tendu, c'est bien méchant. C'est ce qui finalement, on n'était pas encore en plus en mode automatique cynique du allez, je te fais un petit meurtre avec un petit coup de hache et puis hop, on passe à la scène suivante. Logiquement, c'est même un meurtre toutes les 10 minutes, si tu suis la règle. Et non, franchement, c'est assez cool à voir pour les amateurs de slasher, c'est un classique, quoi. Voilà, c'est des petits détails qui changent, un petit peu de structure, un petit peu de personnalisation, c'est juste des. Voilà, mais à la fin, ça donne vraiment un petit truc vraiment sympa, quoi. Moi, c'est un film que j'ai longtemps fantasmé, du coup, j'ai pu voir en fait cette semaine pour préparer le Pifcast, et j'ai été un peu déçu parce que effectivement, ça met un temps fou à démarrer. Alors, il met un meurtre au début, histoire de dire, regardez, il y a quand même des meurtres qui vont arriver. Il n'y a aucun lien avec pourquoi il va buter une pute. Oui, voilà, c'est juste pour qu'il y ait quelque chose de début. La pute, c'est la beauté du geste. Oui, c'est juste. Sinon, le body count, il serait. C'était la phrase de la soirée. La pute, c'est la beauté du geste. C'est pas une séquence dont je ne vais pas reparler, mais cette séquence, finalement, tout le body count, il se fait quasiment tout là. En fait, il y a un côté. Il y en a beaucoup d'un coup, en fait, c'est un peu frustrant. Et en fait, quand j'ai vu le film, j'étais un peu déçu par rapport à l'attente que j'en avais. J'ai longtemps fantasmé ce film-là. Je retiens certaines scènes, comme les scènes avec le soleil où le mec est en contre-jour et tout. C'est plutôt sympa avec les sécateurs. Il tue tout le monde d'ailleurs avec un sécateur, ce qui est assez rare dans les slashers. Souvent, on change d'outil en fait, il y a une sorte on réfléchit à des trucs, à des différents. Voilà. Et là, c'est quand même bête et méchant, c'est un sécateur tout le long. Pourquoi un sécateur ? Et en fait, surtout, j'ai pensé à un autre film qu'on avait passé dans une soirée pif, une nuit du slasher. Ça fait penser un peu à The Prowler. Mais je préfère The Prowler qui, je trouve, est encore plus vénère et plus méchant dans les meurtres en fait. Moi j'ai une préférence pour Carnage quand même. Moi j'aime bien The Prowler aussi. Mais les deux, l'écriture de The Prowler est bien flippant. En fait, j'ai mis les deux vraiment en parallèle dans mon esprit. Je me suis dit c'est une sorte de The Prowler, mais autant The Prowler il est nocturne, autant celui-là il est diurne. Je me suis dit c'est une sorte de ils vont marcher ensemble quoi. J'apprécie pas du tout ce genre de blague, Laurent, ça ne se fait pas quoi. Et vous alors, Véro ? Moi j'ai pas vu.
Donc, Mais qu'est-ce que tu fous en ce moment? Non mais laisse-la tranquille, t'es là. J'ai fait comme toi, en fait, je l'ai découvert là pour le Pifcast, et c'est un film dont j'entendais parler depuis. Je sais que c'est ultra culte aux US. C'est un truc qui ressort régulièrement en vidéo dès que. Alors, justement, pour ce petit détail-là, c'est la fameuse scène qui est vraiment super dans le film. C'est ce qui a amené à ce qu'elle soit balancée dans les vidéos Nasties à l'époque. Donc, Il faut expliquer ce que c'est que Vidéo Nasties pour ceux qui ne savent pas. En fait. Ouais, voilà, en fait, tout ce qui était vidéo Nasties, c'était toutes les vidéos, tous les films interdits En Angleterre, en Angleterre. Il y avait une liste du du coup, gouvernement. Il y a même quelques films, je sais plus quel film était tombé dedans par accident, mais juste à cause du titre. Enfin bon, bref. Et du coup, toute cette liste des vidéos Nasties a amené une sorte de culte autour de ça. Les gens voulaient les voir, ils disaient c'est quoi Ils ces voulaient tous films-là les voir, et c'est vrai que tous n'était pas le monument attendu de dégueulasserie ou de violence annoncée. Et à Ouais, cause c'est des vidéos peut-être Nasties, celui-là. quand les premiers DVD sont arrivés en Europe, c'était DVD pour tout le pays, enfin pour toute l'Europe, et Sauf pour les l'Angleterre. majors. Et non, et souvent à cause des Anglais, on se tapait, ou même les Allemands, les versions censurées en France Ouais. parce qu'ils c'était uniforme au niveau du master ou de vidéo. ouais. Et c'était un peu casse-cou. Merci les Anglais. Parce qu'à cette époque-là, je me rappelle qu'il fallait éviter d'acheter les DVD anglais, Ah ouais. alors que maintenant, merci Euro. Ils quoi. se sont bien rattrapés, C'est là. l'inverse. Et du coup, il y a un bouquin d'ailleurs sur les vidéos Nasties qui existe. On part faire du camping avec Talal. Allez, c'est parti. Ouais. Je lâche mon micro. Est-ce qu'on peut partager en même temps? Alors, moi je vais vous parler d'un film plus récent qui date de 2008 qui s'appelle Eden Lake. Donc, c'est un film réalisé par James Watkins, un excellent réalisateur. En tout cas, le réalisateur de l'excellent Dame en Noir. En tout cas, le remake du téléfilm. Je suis d'accord avec toi. Ouais, vraiment, super film gothique. Bon, celui-là est un petit peu hors de ça, mais c'est quand même assez surprenant. Donc, le pitch, c'est quoi? C'est un jeune couple qui part en vacances dans un superbe lieu près d'un lac, et bon, voilà, le mec s'apprête à demander la nana en mariage, et Quelle nana? quelle nana. Et juste à côté, il y a une bande de jeunes voyous qui font du bruit avec leurs chaînes, avec leurs gros chiens, et voilà, qui sont très vulgaires. Et donc voilà, à partir de ça, le gars va vers les petits jeunes en leur disant « Vous voulez pas baisser la musique, s'il vous plaît ?» Et ben, forcément, ça déraille. Et à partir de ça, il y a une escalade de violence qui va aller progressivement jusqu'à une explosion de violence. Donc, tu as signalé la très jolie comédienne, c'est Kelly Riley, que en France, en tout cas, on a connu à travers les films de Clapiche, c'était L'Auberge espagnole. Ferme ton clapiche. Pardon. Tu pourras l'enlever ça au montage, Xavier. Non, je vais te Tu peux pas le servir. faire, en C'est fait. une Tu peux pas le promesse. faire, toi. Fermez ton. Garde-le en jingle. Laurent Et- l'a fatigué quand même. Et donc, le deuxième comédien... le deuxième comédien... Allez, voilà, j'ai la fait chute. tout. Il est tard. L'autre comédien, donc qui joue le héros, le mari de Kelly Riley, c'est Véronique, tu veux le dire? Michael Fassbender. Tiens. Il n'a pas dit avec assez de Alias, le club de golf. C'est quoi? Vous connaissez pas cette blague? Bon, j'ai très vite fait. Quand il a joué dans Shame. Quand il a joué dans Shame, il est tout nu. On voit qu'il est plutôt bien équipé. Et sur la scène des Oscars, je crois que c'est Georges Clooney qui est monté, qui a dit ce qui est bien pour Michael Fassbender, c'est qu'il n'a pas besoin d'emmener de club de golf pour jouer au golf. Voilà. C'est tout. Ok. Bon. Continue là-dessus. Ferme ton, maintenant, Talal. ferme ton clapiche, Laurent. Ferme ton clapiche. Excusez-moi. Alors, j'en étais où? Michael Donc, les Fassbender. comédiens, Les voilà. comédiens. Comédien. Michael Fassbender. C'est quand tu parles du pneu là, vas-y. Allez, le pneu. Faut avoir vu le film pour comprendre. hein. Faut avoir vu le film pour comprendre. Voilà, on l'a perdu. Ça y est. On a coupé ça. Non, non, regarde. Jamais. Surtout que c'est Dans un les- film. Surtout que c'est un film tellement pas drôle, Eden Lake. Ah ouais. Tellement pas drôle. Le pneu, le pneu. Toi, c'est du signe, tu dis pneu. Mais tu dis quoi toi? Pneu. Mais non, tout le monde dit pneu. Non, je dis Non, pneu, moi pneu. aussi. Ah, les nuls, ils disent pneu. Donc c'est un survival dans la forêt qui reprend un peu cette mode des années 2000, on va dire. On avait pas mal de survival qui sortaient à la chaîne, sauf que celui-là avait une particularité. Déjà la première, c'est que c'était un film anglais. Et donc comme beaucoup de films anglais, en fait, surtout les films, on va dire, de genre des 15 dernières années, il y a un contexte, un fond social très très présent. Et justement, ces auteurs, réalisateurs anglais n'ont pas peur d'attaquer frontalement le sujet. À tel point que justement ces gamins
assez insupportables font vrai. C'est vraiment c'est pas juste des méchants caricaturaux. T'as l'impression qu'ils sortent tout droit d'un film de Ken Loach. Et c'est ça qui est fort, c'est que le film va dans une forme de cruauté crescendo qui me faisait penser, ça peut sortir à peu près la même année, on en avait parlé la dernière fois à The Strangers, où les personnages, déjà les héros sont très bien incarnés et les méchants sont incroyablement détestables. En fait, t'as envie que ces mômes crèvent et que le héros s'en sorte absolument. Même si à la fin du film, il y a un petit truc qui fait que... Alors justement, j'allais en venir. C'est aussi ça qui me dérange en fait. Autant j'ai envie que ces mecs se fassent taper, autant la fin m'a laissé un peu penaud dans le sens où je me suis dit mais c'est quoi ce film réac en fait. Alors juste pour donner un petit détail, c'est le couple de Fassbender, c'est des bourgeois. Ouais. Et effectivement, comme tu disais, les gamins sortent d'un film de Ken Loach, donc on a vraiment la bourgeoisie versus le prolétariat. Mais c'est un film de Bruno Dumont, on dirait. Et du coup, ça amène malheureusement quelques petites dérives gênantes. Et très assumées en fait. Oui, assumées. Oui. C'est la dernière maison sur la gauche à l'envers. Ouais, à droite du coup. Voilà. Et jusqu'à la première maison sur la droite. C'est difficile de parler de ça sans spoiler, mais ouais, voilà, la façon dont sont présentés, on va dire, les ouvriers, la classe ouvrière, en tout cas dans le film, tu vois, ils ont l'air tous des gros beaufs qui partent tous dans leur jardin. Mais après, il y a aussi du coup une réflexion. Ils contrôlent pas leurs gamins. Mais il y a aussi justement une réflexion, c'est à partir du moment où tu laisses un enfant dans un environnement propice et où tu le contrôles pas et où tu lui donnes pas les bonnes bases, il va pas forcément. C'est juste que le film est radical. Le film est radical. Il ne met pas vraiment d'eau dans son vin. Ils sont tous partie prenante, même les plus sympathiques entre guillemets, parce que je prends des guillemets. Et de toute façon, le film ne fait pas dans la subtilité. Dès le départ, en fait, et ça m'a plus frappé en le revoyant là dernièrement. Dès le départ, la première scène, c'est Kelly Reilly, institutrice avec des enfants et dès qu'ils arrivent dans le village, tu vois tout de suite, t'as des gros signaux qui te disent attention, il va se passer ça, et ça loupe pas. Après, le film est vraiment super bien foutu, c'est d'une efficacité monstrueuse, très bien réalisé et surtout très bien joué en fait. Ouais. C'est surtout ça. Kelly Reilly, en fait, la nana est tellement gentille, attachante, t'as envie de lui faire des câlins, t'as pas envie qu'il lui arrive quelque chose quoi. On a toujours envie de faire des câlins, Kelly Reilly. Mais surtout, c'est un de mes souvenirs de Projo les plus. Waouh, tu sors de la salle, t'es. Je bois un coup là, je vais me détendre parce que qu'est-ce que c'est méchant. Et c'est vrai que cette fin, mais en même temps, elle participe du truc. S'il n'y avait pas cette fin, le film ne serait pas aussi marquant. Je suis d'accord. Il resterait pas autant en tête parce que du coup, tu te dis mais quoi, est-ce que je viens de voir un putain de film réac ? Est-ce que je viens de voir est-ce que le film est vraiment en train de me dire que les pauvres, en tout cas le prolétariat, c'est quand même des gros connards beaufs ? C'est marrant, j'écoutais dans le DVD, j'écoutais un making of des interviews du réalisateur, et il racontait un peu comment cette idée lui est venue. Il était en train de lire un bouquin en attendant son métro ou quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a des jeunes qui passent, qui le bousculent, qui renversent son bouquin, et puis il sait pas, il va y aller, il va leur provoquer, et puis il se dit bon après tout à quoi bon. Et à partir de ça, il a créé ce film là justement. Ça arrive tous les jours ça. Le mec il fait un scénario, j'ai pris du pain le matin. Les jeunes, il y avait des miettes et tout. Je vais faire un film sur un film et des miettes. Les jeunes étaient particulièrement vulgaires. C'est intéressant. Quelques temps après, il y a un autre film sur justement des gamins un peu tueurs. C'était Citadel, je crois, qui est sorti, que j'ai vu au pif. Et c'est pas beaucoup mieux, voire pire. Ouais. Tu parles de la notion des pauvres et tout ou le film? C'est pareil, la cité. En termes sociaux, c'est encore pire. Citadel, ça mérite même pas qu'on en parle. Ouais, mais Citadel, c'est un peu plus métaphorique. Enfin, c'est moins réaliste en fait. Plus Cronenberg assumé en plus. Ouais, enfin en même temps, c'est encore moins fin que. Non, puis c'est encore plus réac. Ah, ça, putain. Toujours est-il, je pense qu'il y a vraiment un jour un pifcast à faire sur le cinéma britannique de ces 15-20 dernières années. Il y a plein de choses à dire. Il y a un moment où il est sorti celui-là, il n'y en avait pas plusieurs. Il n'y avait pas eu genre le film du mec qui avait fait Creep là. Christopher Smith. Ouais, avec les délivrants, je sais pas quoi, ou Survivants, quand ils vont faire Ouais, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas de gamin. C'est pas lié à ça. Non, mais c'était pas en même temps de la même période. Il y avait Wilderness, le film avec les mecs sur une île, avec les chiens et tout. Il y avait toute une période de films anglais là de genre qui sont sortis. Et je sais que c'était
c'est toujours par phase en fait. Il y a les films islandiques, après, Islande, d'Europe du Nord. D'Europe du Nord, il y a eu les films d'Amérique latine et tout. Enfin, il y a toujours des grandes phases. Et là, cette période-là des années, je pense, c'était la grande phase. On a eu beaucoup de films en provenance d'Angleterre. Et il y en a encore, je crois, il y a pas longtemps, mais justement encore au pif, j'ai vu K-Shop, qui était aussi un film. C'est un peu comme le Japon. Tu vois, c'est des pays qui continuent à toujours produire du film de genre, les Américains, voilà et tout. Mais à cette époque-là, il y avait eu vraiment un focus. Je sais pas pourquoi, on en bouffait plein et on les voyait beaucoup. On les voyait en salle. Et les mecs sont sortis en salle aussi et tout. Il y avait eu un Home Invasion particulièrement dégueulasse, je crois, anglais, un truc moralement pas super défendable aussi. Putain, faudrait que je retrouve. Dog Soldier. Ça, c'est pas moral. Qui pas amusé jeunes, attention. Pour revenir sur Eden Lake, moi je l'avais vu au cinéma au moment de la sortie et effectivement c'est un film qui met vraiment très très mal à l'aise et qui révolte profondément pendant qu'on le regarde. C'est une expérience cinématographique assez désagréable en fait. Même si en fait tu reconnais les qualités formelles de tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, mais à vivre c'est quand même très très dur quoi. Enfin, comme tu dis Laurent, où tu sors, tu bois une bière quoi. Comment s'appelle l'objet qui relie la route à la voiture? Les roues, mais c'est fait en quoi ça? C'est fait en... en pneu. En pneu? Personne parle bien. Cyril fait allusion à une séquence. Moi, c'est surtout que j'ai particulièrement choquant. J'ai pas trop aimé le film, mais j'ai bien aimé la séquence du pneu. Non, mais Véro fait. Parce que t'es jaloux, c'est pour ça. Je l'ai passé sur son film. Je l'ai passé sur son film. Bah oui, Jean, vas-y. Parce que oui, je sais que Xavier va me le défoncer, donc je vous parle d'un film très très bien. Et ceux qui aiment bien, vous allez vous attendre à ce que Monsieur Professeur X vous le défonce après. Je vous parle d'un film qui sort les vacances parce que c'est un peu le principe. On est là pour les vacances. Hey. Et là, on va suivre une famille américaine qui part en vacances avec sa caravane et tout. C'est le remake. Un camping-car. Le remake de La Cognée des yeux, donc le film de Wes Craven de 77. Et là, c'est le remake fait par le français Alexandre Aja, qu'il a fait en 2006, qu'il a co-scénarisé avec son camarade de toujours Grégory Levasseur. Et c'est un film que je trouve assez dément. Moi, c'est mon préféré de la filmo du réalisateur. C'est vraiment un film très 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 méchant dans le sens où quand ça part en vrille, ça va super loin. C'est un film qui vraiment, pour le coup, respire les vacances, qui a une ambiance très... Il y a la musique des The Papas and the Mamas, California Dreaming, qu'on entend souvent et tout. Il y a d'ailleurs un truc qui rend d'ailleurs le film très très fort. Alors, j'explique l'histoire, parce que j'ai toujours tendance à partir sur le film sans expliquer l'histoire. Donc une famille part en vacances, ils vont dans un coin paumé des US, en fait, dans un désert, on va dire. Et en fait, il se trouve qu'ils vont dans un coin où l'armée américaine a fait des expériences de bombes atomiques, a fait péter des bombes pour tester comment ça rendrait. Et des gens sont restés là-bas sur place et sont devenus un peu, on va dire, mutants, quoi. Donc ça, c'est à la fois l'histoire de l'original de Wes Craven, mais aussi et cannibale, voilà. Et inbred. Voilà. Consanguin. Voilà. Ouais. Et donc on va suivre ces gens qui vont attaquer ce petit groupe, cette famille unie, quoi. Et on va suivre leur dépeçage un par un, et c'est très très vénère. Un truc que je trouve très fort dans le film, mis à part tout l'aspect visuel, qui le film est très réussi, un stroboscope, une très belle photo et tout, c'est qu'il y a un des musiciens que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Dandy, en fait, qui ont fait un très beau travail sur le son, sur le film, à la fois sur la musique mais aussi sur le son. Il y a une sorte de corne de bruit comme ça qui apparaît. L'alarme. Voilà, comme une alarme quand ça va partir en vrille, cette alarme qui démarre, et ça fait un peu comme un train fantôme. Tu sais que oula, quand ça démarre, ça va chier. Il faut savoir que on a vu une version édulcorée en salle. Il y a une version Director Cut qui est beaucoup plus vénère. Je pense par exemple à une séquence d'incendie où c'est beaucoup plus violent. Voilà, je vous dis pas trop, mais bon, il y a une séquence qui est un peu plus violente là-dessus. C'est Greg Nicotero, d'ailleurs, c'est le N de KNB qui a fait tous les effets. Et les effets sont vraiment, alors même si Xavier n'aime pas le film, il peut pas, on en parlera après, mais nier que les effets spéciaux prestatiques sont vraiment mortels en tout cas. Nicotero, c'est aussi Walking Dead. Oui, Walking Dead, mais c'est à l'époque au KNB, c'était le studio mythique, Evil Dead, machin et tout, quoi. Faut expliquer. Et donc voilà, dans le casting, dans les tronches, est-ce que Michael Berryman il reprend? Je sais plus s'il reprend. Non, il n'y a pas Michael Berryman qui était une figure emblématique de l'original. Par contre, il a pensé à utiliser Billy Drago, qui est une sale trogne du cinéma, genre Les Incorruptibles, ou même plus récemment. Très mauvais acteur. Ouais, mais qui a un côté. Mais quand il est bien utilisé, ultra efficace. Je pense au Imprint de Takeshi Miike où il est vraiment très bon aussi, quoi. Et voilà, et juste une petite anecdote parce que j'avais eu l'occasion d'en parler avec Aja à l'époque. Il y a un truc rigolo, c'est qu'il y a une gamine qui a des yeux un peu bizarres en fait. Il faut savoir qu'en fait, il s'est inspiré d'une technique qui avait été créée par Chris Cunningham pour la pub PlayStation, où on voyait une enfant qui avait un visage parfaitement symétrique. Et en fait, un visage parfaitement symétrique, ça nous paraît louche en fait quand on voit ça en vrai. Il y a un côté très que Nathalie, Vitsajo Nathalie a utilisé pour Splice aussi. Voilà. Et c'est ça, et donc c'est un effet rigolo. Donc voilà, voilà. CG. Donc voilà, un film très très méchant, très fun. Il y a la fin quand ça.
ça part en vrai. Ça devient limite con. Ça devient limite con, mais il y a un côté waouh. Moi, c'est un film que j'adore, mais vraiment, je surkiffe. C'est un des rares remakes meilleurs que l'original. Voilà, parce que l'original est quand même. Et là, Xavier est en train de. L'original est chiant à mourir. Ce qui était bien dans l'original, c'était les make-up, mais il était longuet et tout. Et là, c'est vachement sur rock'n'roll et tout, et voilà. Très très méchant, et j'ajouterais pas bête du tout. Et c'est ça en fait qui le démarque, on va dire, de Xavier, ça va être dur de dire de la merde. Mais 4 contre 1, Xavier. Justement, Aja et Levasseur apportent leur touche européenne, même française, en y ajoutant une couche vraiment politique. Sur le contrôle des armes, sur le fait d'être pacifiste. Exactement, et tout, le personnage principal, et puis il fait des intrusions de drapeaux américains un peu partout. Oui. Notamment dans la tête. Exactement. Et non, je trouve que c'est la force du film est justement à ce niveau-là, sur le fait d'accentuer le propos, on va dire, politique. Et après, bon, voilà. On énerve Xavier là. Xavier, c'est à toi. Alors, Véro, tu vas rien dire? Moi je suis dans votre camp, hein. Alors j'adore Xavier, mais là je suis pas d'accord quoi. Apparemment, il fait vraiment beaucoup de peine. Apparemment, il est très remonté quoi. Allez, vas-y pour C'est la fin de votre couple, ça y est? Non, jamais. On rebondira. Exactement. Dustin. Non, mais en même temps, je vais pas être trop virulent dessus. Parce que j'ai monté la pression là, du coup, faut que tu fasses un peu. Ouais, mais le problème, c'est que, et tu le sais très bien, c'est une discussion que j'ai déjà eue énormément de fois avec un ami en commun. Laurent, pour ne pas le citer. Voilà, Laurent qui a essayé de me faire voir le film plusieurs fois. C'est lui qui m'a emmené le voir au Cinoche. J'ai détesté. Quand il est sorti en DVD, il m'a dit non, il faut que tu le revoies. Je fais bon, ok, je suis peut-être passé à côté, je l'ai revu, j'ai toujours détesté. Et on a encore eu la discussion, je sais plus quoi, peut-être 5 ans après, je sais plus. Et il me fait non, mais je crois que t'es passé à côté, revois-le. Tu l'as revu là pour Pifcast ou pas? Non, il y a un moment, faut arrêter quoi. Je sais pas, je préfère me gratter les burnes avec des orties quoi. Non, faut arrêter les conneries. Moi, j'ai vu Allez, on y va, j'ai les orties juste là. Moi j'ai vu ton Pinocchio de 2h15, t'aurais pu regarder à nouveau. C'est bon, je l'ai vu 3 fois, La Colline à des yeux. Si je vous dis que j'aime pas, c'est juste qu'il n'y a plus rien à faire quoi. Non mais pourquoi? Dis-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que pour moi, le film est con. C'est de la facilité. Pour moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est de la facilité. C'est je suis français, donc qu'est-ce qui va justifier le fait que je sois un Français? Ah bah attends, faut que je fasse de l'anti-américanisme. Alors du coup, je prends la liste de tous les trucs anti-américains à faire. Ah bah tiens, je vais tout vous faire. Voilà, pop. Anti-républicain, on va dire. C'est juste, mais pour moi, c'est enfoncer les portes ouvertes. Je peux me permettre, en fait, il a le mérite de justement contrairement à tous ses collègues qui sont partis s'exiler aux États-Unis ou faire un film ou deux, c'est le seul qui a, on va dire, laissé une petite trace. Pour moi, voilà, et c'est un autre film qui est vachement apprécié. Une trace de pneu. Pour moi, en fait, La Colline à des yeux, c'est l'équivalent survival de Lord of War. Voilà. Lord of War, c'est un film pour te dire tu sais quoi? Mais c'est génial, Lord of War. C'est mal. Mais il est nul. Je suis d'accord avec toi. Le film est super bien shooté, joué, etc. Mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais il faut le dire. Pour moi, La Colline à des yeux, c'est à peu près pareil. Et contrairement à vous tous, moi, je préfère la version Wes Craven. Je suis sûr que je préfère le 2 avec le flashback des chiens. J'ai bossé à Neo, mec. Nous, on l'a sorti, mec. La moitié du film, c'est comme un flashback d'un chien. C'est magique. Alors que la suite du remake, elle est vraiment débile, mais elle est très violente. Elle est très gore et très sale. Il y a de la merde et il y a un côté très crade. Et surtout, le générique de fin de la suite du remake. Souvenir du film. C'est une chanson de FM Metal. C'est ouf. Écoute la BO, elle est mortelle cette chanson. Exactement. Enfin voilà, je n'ai même pas envie de perdre du temps à parler de La Colline des yeux. Eh ben ça tombe bien. Moi je préfère l'original, je le trouve plus fin. Moi je préfère la psychologie du premier. Pour moi ça me touche plus que de voir juste ça. Voilà quoi, pour moi c'est naze. Je crois qu'on va pas partir ensemble en vacances. On va rester chacun sur nos. Juste ajouter un truc, c'est que je l'ai pas revu là, mais j'ai le souvenir que justement la scène centrale, tu avais parlé d'une scène avec du feu, était, on va dire, le point culminant du film, et que justement après on n'avait pas dans le climax, on n'avait pas un truc aussi fort justement que ce. Ouais, et c'est le seul truc, disons, qui m'a. Avec le travelling avant accéléré qui est ouf. Ouais, c'est pour moi c'est vraiment l'horreur atteint son paroxysme dans le film, et on n'a jamais quelque chose aussi. Non, tout le final. Après, c'est le côté vengeance, le côté défoulatoire de la vengeance. Oui, mais c'est moins surprenant, on va dire. C'est un peu plus. Mais c'est vraiment un gros film de bœuf. Mais rien que la découverte du excuse-moi, Xavier, mais la découverte du village à un moment donné, qui n'était pas dans l'original, ça, elle est géniale cette séquence et tout. Un truc de DA, pour le coup, ça claque. Et pour anecdote, quand je tournais mon premier film, on a tourné à Ouarzazate, donc au Maroc, et on a
on a retrouvé déjà plein de vestiges du film, justement les dummies là, qu'on appelle les mannequins là, justement de cette scène, qui étaient stockés un peu n'importe comment, un peu laissés à l'abandon. Et on a même tourné une scène de mirage dans un des rochers en fait qui a été utilisé pour la colline à des yeux. Voilà, c'est la petite anecdote. Cette anecdote était vraiment intéressante pour le coup. Bah oui, mais il est réalisateur. Moi, je pars en vacances. Il est réalisateur, forcément. J'ai appris à nager. Allez, on termine en musique avec Cyril. Cyril, qu'est-ce que tu as choisi cette semaine? Alors, je vous parle de mes compositeurs préférés, un gars qui n'a pas fait beaucoup finalement de titres parce qu'il s'est arrêté assez récemment d'en faire, mais qui est, je trouve à chaque fois, touche au sublime. C'est John Murphy. Alors John Murphy, vous le connaissez surtout pour son thème de 28 jours plus tard, pour sa BO pour Sunshine. C'est un gars qui a été beaucoup repris par la pub et parce qu'il fait des musiques assez entêtantes, assez marquantes. Il a aussi des réalisateurs avec lesquels il travaille souvent. Il y a Matthew Voigt, il a fait pour lui Arnaque, Crime Botanique et Snatch, qu'il n'a pas réalisé mais qu'il a produit. Et plus tard, il a fait Kick-Ass pour lui. Il a travaillé beaucoup avec Danny Boyle, donc 28 jours plus tard. Il a fait la BO de Millions aussi, donc de Sunshine, qui d'ailleurs... J'aurais pu parler de celle de Sunshine et c'est pas celle dont je veux parler aujourd'hui. Je vais vous parler de celle de 28 semaines plus tard. Donc pas forcément du coup 28 jours plus tard, mais la suite 28 semaines plus tard. Parce que je la trouve très très belle cette BO. On n'en parle pas souvent, donc je voulais la mettre un peu en avant. Surtout un morceau qu'on va écouter après qui est très très fort. Juste pour information, pour ceux qui aimeraient John Murphy, je vous conseille d'écouter sa BO du remake de La Dernière Maison sur la Gauche. C'est par Denis Iliadis. D'ailleurs, le film est génial. Le film est génial. Laurent fait le sa main. Et la BO est top. Et il a fait une BO géniale qui n'a pas été d'ailleurs sortie parce qu'en fait, c'est un film où on lui a commandé une BO. Finalement, on lui a dit bah non, on te la prend pas. Et il s'est dit bah merde. Et du coup, il l'a sorti sous le nom de Anonymous Rejected Film Score. Anno, il l'appelle ça lui. Et c'est si vous êtes fan de John Murphy, c'est la quintessence de John Murphy. Elle est terrible cette BO. Je sais pas pour quel film c'était. Personne ne le saura jamais. Enfin, si lui il le sait. Mais voilà, donc elle existe. Je vous conseille d'écouter un petit truc. Et petite anecdote marrante, on vous parlait du morceau en question. Je parlais avec Kieran Foy, donc le mec qui a fait Citadel, vous savez le film qui vient de se faire défoncer dans la partie précédente, qui d'ailleurs a utilisé pour Citadel la musique de Tom and Dandy, qu'on parlait juste aussi avant. C'est de caser le plus possible Tom and Dandy. Et en fait, Kieran Foy avait pensé à la base à John Murphy, mais en fait John Murphy, il gagne tellement de thunes par la pub, par tout ce que ça lui rapporte, qu'il a plus besoin de bosser. Et en fait, il a perdu la foi. Ça, c'est une anecdote assez marrante qu'il m'a raconté. En gros, il avait une baraque à Los Angeles, un truc de ouf qu'il avait acheté et tout, avec tout l'argent qu'il avait gagné, avec un énorme piano hyper cher et tout quoi. Et il vit pas forcément là-bas à l'année, John Murphy. Et en fait, il y a une année, il y a eu un éboulement, une falaise qui s'est effondrée et tout, et sa baraque a été complètement démontée. Et apparemment, ça lui a tellement foutu le seum qu'il a quasiment arrêté de faire. Enfin, il a arrêté de faire la musique de film. C'est ce qu'il m'a raconté. Donc, je sais pas si l'anecdote est vraie, mais en tout cas, je trouvais ça fou. Qu'un mec se dise vous me cassez les couilles, j'arrête de produire de la musique et tout, parce que voilà. Donc, on demande souvent comment écouter la musique, et il se trouve que c'était rigolo. La musique de 28 semaines plus tard, c'est une des premières, je sais pas si c'est la première, mais c'est une des premières musiques qui n'est pas sortie en CD. C'est la période où on s'est dit tiens, le dématérialisé ça peut être pas mal et tout, et à la base elle est sortie uniquement sur iTunes, on pouvait pas l'écouter autrement que sur iTunes, c'est-à-dire que c'était un peu relou. Heureusement La La Land en 2009 a ressorti une intégrale en CD qui d'ailleurs maintenant coûte la peau du cul à trouver, et on va écouter le morceau qui se trouve juste après la séquence de générique, enfin de pré-générique, qui s'appelle Welcome to Britain, et c'est la musique qui démarre vraiment le film. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure Oui, une anecdote, enfin non, c'est pas une anecdote. En fait, t'arrêtes pas de dire on va écouter. Moi, depuis que je suis arrivé au PIFcast, en fait, on n'écoute que dalle. Voilà, c'est que vous sachiez. Oui, moi, je suis venu au PIFcast en disant je vais écouter de la musique, je vais me déhancher un peu. En fait, il y a que dalle. Le truc, on arrête de parler, on se casse. Mais tu révèles tous nos secrets. Voilà, donc je suis déçu, je suis dégoûté. On n'écoute jamais les morceaux. Moi, je ne les écoute jamais. Mais pourquoi tu les écoutes pas ? Si tu veux les entendre, écoute les podcasts. Mais je vais vous les écouter ici, moi, les morceaux. Les auditeurs les entendent. Finir en beauté. Donc, on va écouter Welcome to Britain par John Murphy, qui est la BO de 28 semaines plus tard. Et avant de l'écouter, justement, on va dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent. Vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Pensez à vous abonner sur Podcast Addict, iTunes, machin. Mettez-vous des commentaires. Des pouces bleus. Voilà. Et des étoiles. On vous aime. Bisous. Bonnes vacances. Bye bye. Bonnes vacances.